L'instabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo, encore et toujours. On ne se lassera jamais d'en parler. On en parle et on en parlera toujours. Mais nous parlons de cette situation sans pour autant proposer les pistes des solutions. Messieurs et dames, dans cette nouvelle édition des enjeux, nous allons beaucoup plus nous focaliser sur les pistes des solutions à cette triste situation. Messieurs et dames, ça a toujours été un plaisir de vous savoir des milliers fidèles à ces rendez-vous. C'est bel et bien un jeu. Bienvenue. Nos rituels ne sont pas du tout négociables. Qui aura donc l'honneur de s'asseoir sur ces fauteuils? Découvrez-les dans BJ. Adélard Matombe Massanga. Adélard Matombe est chef des travaux de l'enseignement supérieur et universitaire et détenteur d'une maîtrise en administration et gestion de l'Université catholique de Louvain. Il détient aussi une licence en sciences économiques appliquées avec une spécialisation en révisorat et expertise comptable de l'Université catholique de Louvain-Mons. Adélard Matombe Massanga est passionné de la recherche et enseigne la comptabilité analytique à l'Institut supérieur des commerces de Kinshasa. Il poursuit les recherches sur la région des Grands Lacs africains et rêve d'une vie harmonieuse pour les populations de cette région en particulier et de la République démocratique du Congo en général. Monsieur Matombe Massanga Adélard, nous sommes très heureux de vous recevoir dans Anjou. Bonjour. Comment allez-vous? Ouais, ça va, je veux bien. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un plaisir et à la fois un honneur et un plaisir. Nous parlons chaque fois de l'instabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Certains diront même qu'on en parle un peu trop. Mais vous avez même publié tout un article sur ça, on va en parler. La guerre à l'Est, la solution serait économique. Mais avant d'administrer un remède, de proposer un remède, on pose d'abord des diagnostics. On commence d'abord par les causes. Dites-nous d'abord qu'est-ce qui se passe dans cette partie de la République. Merci beaucoup. Je crois que beaucoup d'experts ont fait des analyses, n'est-ce pas? Mais chez le commun des mortels, on sait que la partie est de la République égorge d'énormes potentialités, tant en termes de matières précieuses que dans la faune et la flore. Et donc, ça suscite beaucoup de convoitises de la part des voisins. Je crois que pour moi, c'est ça, en fait, le vrai mobile. Et la plupart de nos voisins veulent faire de nos richesses, ils veulent prendre une part dans nos richesses, mais ils utilisent diverses manières. Et donc, c'est ça. Et maintenant, les populations qui vivent dans cette partie, au lieu de vivre décemment, au lieu de vivre comme des roitelets, ils vivent dans une instabilité, une insécurité qui ne dit pas son nom. Parce que les gens qui convoitent nos ressources utilisent diverses méthodes pour y arriver, notamment la guerre, la terreur, et ainsi de suite. Le terrorisme. Ils terrorisent, voilà. D'après vous, la cause est économique? Non, mais c'est ce que je dis. Donc, je crois qu'avant d'arriver aux causes proprement dites, il faut encore continuer à analyser. Parce qu'en fait, lorsque certains voisins vont même jusqu'à vouloir influencer même le comportement politique de nos dirigeants, c'est toujours dans la même lancée. Parce qu'ils veulent en fait s'établir une situation telle que ils puissent toujours avoir la même mise
sur ces matières-là. Mais c'est quelque part, moi je dis que c'est aussi notre propre faute. C'est aussi notre propre faute. Nous avons pensé que la situation à l'est de la République nécessitait de projets viables, mis sur pied d'abord par nous-mêmes. Parce qu'en fait, comment concevoir que les populations qui sont assises sur des mines vivent dans une pauvreté extrême? Je crois que beaucoup d'auteurs l'ont dénoncé et ce n'est pas normal. Ils vivent dans une pauvreté extrême. Alors qu'on pouvait voir dans cette partie des entreprises investir abondamment. On devait voir des entreprises créées. On devait voir les populations trouver de l'emploi. Les enfants aller à l'école parce qu'en fait, lorsque les entreprises investissent dans les domaines comme les mines, notamment, ils créent toujours des infrastructures parallèles pour Les écoles. voilà, les écoles, les hôpitaux, ainsi de suite. Donc la partie Est devait être, à mon avis, la partie la plus viable de la République même. Mais nous assistons à tout le contraire de cela. Un paradoxe. C'est vraiment un paradoxe. Ces enfants-là que nous voyons, ces femmes-là qui sont violées, hein, les enfants mutilés et parfois enrôlés des forces dans les groupes armés. Les groupes armés n'est qu'un paradoxe. Un paradoxe. Parce que, tenez bien, l'objectif de tous ces groupes n'est pas d'arriver à Kinshasa par le pouvoir. C'est rester là, créer la sécurité, mais entre-temps, chaque fois qu'ils avancent derrière eux, il se fait une exploitation illégale de nos matières précieuses. Alors que nous-mêmes, nous pouvions les utiliser décemment. Mais là, maintenant, nous en sommes victimes. Et les populations de l'Est particulièrement. La RDC est victime de ses propres richesses. Victime de ses propres richesses. Mais des richesses que nous-mêmes, nous devrions mettre à profit. N'est-ce pas? Parce qu'en fait, si on voit aujourd'hui la participation de nos richesses minières dans le budget de l'État, c'est minime. C'est minime. C'est vraiment minime. Et c'est scandaleux parce que nous devrions avoir un budget de plusieurs milliards de dollars. Pas de quelques milliards, de plusieurs milliards de dollars. Nous avons de potentialités énormes que nous n'avons pas encore exploitées. Bon, nous voyons beaucoup de projets qui sont initiés, des discussions sur le plan politique, sur le plan diplomatique et même sur le plan militaire. Mais nous disons que toutes ces discussions, même si elles avaient le mérite d'aboutir un jour, nous allons trouver des solutions qui ne seraient qu'éphémères. En tout cas, là, carrément, la solution est d'ordre économique. Voilà, donc c'est ce que je préconise, parce qu'en fait, je ne dis pas que les autres solutions ne sont pas nécessaires. Il faut quand même des solutions politiques, hein, des solutions diplomatiques notamment aussi, et même les solutions militaires. Hein. Mais là, lorsque je dis solution militaire, ça ne veut pas nécessairement dire la guerre. Okay? Un pays aussi nanti doit avoir une forte capacité de dissuasion. De dissuasion. Parce qu'en fait, la convoitise dont nous faisons l'objet, n'est-ce pas, ne peut s'estomper que lorsque nous avons cette forte capacité de dissuasion. Okay? Mais en cas d'attaque, évidemment, le pays se défend. Alors, je disais en passant que pour moi, il fallait déjà. Je rappelle que je vous avais dit que ce livre, je l'ai écrit en 2015. Donc moi, je pensais que c'était déjà le moment, même plus tôt d'ailleurs, de commencer à réfléchir sur la vraie solution à long terme. C'est comme ça que je répète, les solutions politiques, diplomatiques, militaires sont nécessaires, mais éphémères. Éphémères. Parce que si nous continuons à nous attaquer aux effets et non à la cause, mais la cause demeurera et produira toujours les mêmes effets.
devons nous attaquer à la cause. Nous devons éviter toutes ces convoitises qu'en permettant à la région, n'est-ce pas, de se retrouver dans ces énormes potentialités qu'elle égorge. La région de Grand Lac est très, très riche. Tu m'as dit, la RDC doit partager ses richesses avec ses voisins. En quelque sorte, moi je l'ai dit vraiment, nous avons par exemple le gaz méthane sur le lac Kivu que nous partageons avec le Rwanda. Nous avons le pétrole que nous partageons avec l'Ouganda. Ok? Et plein d'autres ressources. Mais il y a des ressources particulières à chaque État. Mais chaque État devrait s'organiser. En particulier nous qui en avons d'immenses. En particulier le Congo qui a d'immenses ressources. Nous devrions répondre à tous ces problèmes de manière intelligente. De manière intelligente. Susciter. Parce que j'ai suivi certaines opinions qui disent que non, les multinationales sont derrière ces agressions. Le multinational. Mais les multinationales, là, c'est un mal nécessaire, vous savez. Le multinational, c'est un mal nécessaire. Ah bon? D'après vous, le multinational est un mal nécessaire? Non, je l'explique parce que... Bon. C'est un mal nécessaire dans la crise congolaise. C'est ce que je dis. Bon, je le dirais de tous les temps, particulièrement aussi dans la crise congolaise. Parce que le multinational, bon, je le dis peut-être avec des pincettes, mais le multinational qui se sont bien installés ont beaucoup d'opérations, dont certaines mettent en mal même les dispositions légales nationales, locales, ok? Notamment en termes de fiscalité et ainsi de suite. Je ne vais pas entrer dans trop de détails. J'ai lu un livre intitulé « Les multinationales ou la souveraineté nationale en péril ». Vous suivez? Le multinational ou la souveraineté nationale en péril. Donc, allez-y comprendre. Hein, comme je disais, je n'entends pas. Mais je crois que les multinationales bien ancrées, okay, sont pour nous un mal nécessaire. Ce multinational pouvait investir abondamment chez nous plutôt que de rester derrière les voisins et opérer en noir. Notre diplomatie n'est pas si visionnaire pour voir en ces multinationales une sorte des alliés plutôt que d'adversaires. Nous avions un rôle important à jouer. C'est nous-mêmes qui devions créer des conditions, notamment à travers les différentes chambres de commerce, ainsi de suite. Nous devrions inviter par des atouts, par des ingrédients que nous mettons à la disposition des investisseurs pour qu'ils viennent chez nous, pour qu'ils ne se cachent pas chez les voisins et financer notre insécurité. Donc nous pouvons créer des conditions telles qu'ils soient là, qui s'installent. Parce qu'en étant là, comme nous l'avions dit, ils ne vont pas que créer des industries. Ils vont aussi créer des conditions sociales permettant notamment aux travailleurs de vivre décemment. On a par exemple des hôpitaux, des logements, des écoles. Et les enfants, dont la majorité aujourd'hui est analphabète, vont fréquenter l'école. Parce que l'analphabétisme, c'est une véritable bombe à retardement pour le pays. Ces populations déplacées tout le temps et qui reviennent et tout ça, à cause de la guerre, mais ils n'ont pas le temps de fréquenter l'école. Et c'est dangereux. Vous avez toute une génération des analphabètes. Mais justement, nous devrions créer ces conditions-là. Là où nous avons des ressources partagées, que nous créions carrément des projets communs.
mutuellement avantageux. De créer commun. Mais j'ai l'impression que même dans les ressources partagées, c'est comme si le Congo ne trouve pas sa part. On en a une fois parlé à l'époque, s'agissant du pétrole avec l'Angola. Mais est-ce que ça se reproduit encore avec notamment le Rwanda et l'Ouganda? Je continue à me poser la question. Nous avons nos gorilles des montagnes, dans le parc de Virunga, qui traversent la République démocratique du Congo, le Rwanda et l'Ouganda. C'est une richesse touristique énorme. Donc nous devons capitaliser aussi toutes ces ressources-là. Et les retombées seront partagées entre les trois États. Quitte à fixer les modalités, parce que les touristes, c'est qui viennent. Ils ne voudront pas rester dans un coin. Okay? Ils ne voudront pas rester dans un coin, ils voudront circuler, n'est-ce pas, librement. C'est là que je me dis, cette solution économique ne doit pas se limiter seulement à créer des entreprises. C'est là que je poursuis en parlant d'une vraie intégration régionale entre les États. Il y a des structures d'intégration régionale, à l'instar de l'organisation CPL, CPGL. Oui. Oui, je suis d'accord avec vous, mais je vous dis qu'elle a montré ses limites, parce que pourquoi ça n'a pas réussi? Cette communauté, si elle avait fonctionné correctement, on aurait peut-être évité tous ces problèmes. Parce qu'à l'époque, on ne parlait pas encore de coltan, on ne parlait pas de ces différentes ressources minérales qui sont découvertes à l'Est aujourd'hui. La communauté des pays de Grand Lac avait notamment comme objectif la promotion de la sécurité, le développement de projets d'intérêt commun. Ben, qu'est-ce que cela signifie, développement de projets d'intérêt commun? J'aurais voulu que en fait, les objectifs soient explicites. Développement de projets d'intérêt commun. Mais je crois qu'il fallait vraiment expliciter. Et puis, à l'époque, les présidents en place ont porté ce projet-là comme leur projet personnel. C'est comme si ce n'était pas un projet des peuples. Aujourd'hui, il faut créer une unanimité entre les peuples. Entre le peuple. J'étais content récemment d'entendre quand même les manifestants congolais déclarer devant les micros lorsqu'ils faisaient leur manifestation que nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais. Alors ça m'a plu. Et ça ne doit pas avoir lieu. Qui a choisi de naître au Congo et qui a choisi de naître au Rwanda? Nous devons nous accepter mutuellement. Lorsque je dis que le projet CPGL était plus porté par les dirigeants, cela veut dire que ce projet n'était pas totalement épousé par les populations. On devait en faire un projet des populations. On devait le vulgariser davantage pour que les populations s'en approprient. Il a suffi à un moment donné que de l'autre côté, un dirigeant change et le projet est mis en moule. Donc c'est un peu ça le problème. Mais si le projet était réellement porté par les peuples, on n'en serait pas arrivé là. C'est comme ça que moi je parle. Faisons maintenant une vraie intégration régionale. Avec notamment des incitants, des ingrédients qui permettent notamment à l'activité économique d'éclore. Ci et là. Partout. Et lorsque nous verrons des taux de croissance élevés entre les États, personne n'aura plus, personne n'aura plus intérêt à faire la guerre. Personne. Personne, parce que faire la guerre signifierait mettre en péril tous nos intérêts. Personne n'aurait plus intérêt à faire la guerre. Sur le plan économique, que tous les voisins se servent un peu pour éviter cette tension qui
peut facilement dégénérer à la guerre. C'est là où parfois l'égoïsme des uns et des autres se fait sentir. Moi, je crois qu'en mettant vraiment en place des projets d'intérêt commun, vous allez voir que l'activité économique va éclore et tout le monde va se retrouver. Va se retrouver. Comme la France et l'Allemagne, à une certaine époque, elles se sont fait la guerre, et après ils se sont décidés de faire les affaires. Je vois que vous m'avez lu quand même, parce qu'en fait, j'ai un peu évoqué l'expérience franco-allemande, parce qu'en fait, la guerre franco-allemande, la cause était les mines de charbon et d'acier. L'Allemagne, qui a aussi ses mines de charbon et d'acier, a convoité les mines françaises. Et elle a même annexé une partie de la France, notamment Metz, Thionville, ainsi de suite. Et il a même donné la faculté aux Français qui voulaient garder leur nationalité d'émigrer vers la France libre. Il y en a qui l'ont fait, mais il y avait des paysans attachés à leur terre qui ont préféré rester en Allemagne. Ok? Ils sont devenus allemands. Il y avait un monsieur très intelligent, très social, très sage, qui s'est investi. Il était plus du côté allemand, mais qui finalement optera pour la France. C'est celui qu'on appelle M. Robert Schuman. Si vous allez en Belgique, vous trouvez une grande place appelée place Schuman. C'est ce monsieur-là qui s'est investi et a impulsé un projet parce qu'il croyait à l'Europe. Et c'est son projet qui a aujourd'hui donné lieu à l'Union européenne. Avant d'abord communauté économique européenne. Ok? Il a été contesté, il a été en fait honni, tout ça. Mais les gens ont compris qu'il avait raison. Lui, il a carrément proposé la mise en commun de ces ressources-là. De l'acier et des charbons. Tout est parti de là. Alors, pour nous, j'ai dit, l'Africain ne réfléchit pas de la même manière que l'Européen. Malheureusement, je dois le dire. Mais nous pouvons quand même, à partir de cette expérience-là, c'est comme ça que je m'en suis aussi inspiré, nous pouvons quand même, à partir de cette expérience-là, tirer notre part et régler ce problème. Lorsque les entreprises s'installent chez nous, et j'ai même proposé, je le souhaite vivement, qu'il y ait même des participations croisées entre les États, pourquoi pas. Nos portefeuilles sont faibles. Nous avons un portefeuille faible. Mais pour des projets auxquels certains États ne sont pas partie prenante, mais ils peuvent prendre des participations dans d'autres, par leurs entreprises privées ou par même leurs entreprises étatiques, ils peuvent prendre des participations. Par exemple, le Rwanda n'est pas intéressé dans l'exploitation d'une telle mine, mais on lui laisse par exemple la faculté de prendre de participation dans les affaires qui seront érigées, ainsi de suite. Je crois que lorsqu'on aura des participations croisées dans la région, c'est ça. C'est là que nous allons effectivement décoller. Tous les États ensemble. C'est vrai que la République démocratique du Congo, compte tenu d'abord de sa grandeur et de l'immensité de ses ressources, sera plus riche. Ça, c'est clair. Là, ça ne doit pas continuer à susciter des convoitises. Mais du moins, les autres vont également se retrouver. Il ne faut pas s'attirer de la convoitise pour les seuls riches ou les seuls heureux dans un océan des misères. Vous savez, la sympathie entre les peuples, je ne suis pas pasteur, mais je parle même de l'amour. L'amour entre le peuple. Tenez que, je dis je ne suis pas pasteur, l'amour a été étudié. L'effet de l'amour dans de grandes multinationales, notamment Shell, IBM, il y a eu des recherches faites à ce niveau-là. Et quelles étaient les conclusions? L'amour entre le personnel de ces entreprises augmente sensiblement
la productivité. Je me suis intéressé à ces études. J'ai dit, mais c'est vrai. Essayez de voir autour de vous. Lorsque vous vous aimez, vous travaillez tous bien, même dans les entreprises. Mais lorsque vous ne vous aimez pas, il y a des bâtons dans le roue qu'on met chez les uns et chez les autres. Donc, l'amour ne prenez pas seulement dans le sens biblique du terme, mais c'est une réalité. Lorsqu'on s'aime vraiment, on travaille mieux, on produit mieux et ça avantage tout le monde. Ça avantage tout le monde. Donc moi, je crois qu'il est temps vraiment... L'amour entre les peuples. Oui, c'est fondamental. C'est fondamental. De temps en temps, les dirigeants essaient d'instrumentaliser ces peuples, mais l'amour entre peuples, de temps en temps, résiste à ces atouts. Non, mais je crois que nous devons encore faire beaucoup. Vous avez vu comment certaines personnes sont mutilées. On a vécu des atrocités énormes. Mais je crois qu'on doit en rester là. Il faudrait un nouveau discours qui incite, qui fasse comprendre au peuple que nous avons intérêt à nous entendre pour mieux vivre tous ensemble. Pour vivre heureux tous ensemble. Il ne faut pas chercher son propre bonheur. Il faut chercher le bonheur de tout le monde. Et l'Afrique est confrontée à... Quelque part, je l'ai dit comme ça, je n'utiliserai pas le terme impérialisme comme disait Thomas Sankara à l'époque, mais quand même, l'Afrique est confrontée à une certaine domination occidentale. Il est temps que nous commencions à nous affirmer, en nous organisant en interne. Une Afrique organisée va peser devant l'Occident. Va peser devant l'Occident et sera un partenaire viable plutôt que d'être toujours comme, je sais pas, le dernier du peloton et tout ça. Nous pouvons nous organiser en Afrique et tirer le meilleur part des relations internationales. Ok? J'ai longtemps parlé des ressources minières. Mais allez voir les climats à l'Est. Ils se prêtent à des cultures abondantes, des cultures d'exportation. Des cultures d'exportation. Mais nous importons beaucoup de choses inutilement. Nous importons beaucoup de cultures vivrières. En exploitant mieux nos potentialités, je crois qu'on doit arrêter l'exportation de certains produits que nous consommons ici. Alors, j'ai trouvé un extrait d'un ancien président ici qui disait « On nous fait la guerre, mais nous ne devons pas céder à cette guerre-là. Nous devons plutôt réagir avec intelligence. » Il parle de l'intelligence. Et ça, j'ai beaucoup aimé. L'intelligence économique. Nous devons mettre en place notre intelligence, n'est-ce pas, pour pouvoir nous en sortir et répondre aux différentes guerres qu'on nous impose. C'est ce qu'il faut. Donc, animer même les populations à être des citoyens de développement. Ils doivent comprendre l'ampleur de certains projets que nous sommes appelés à mettre en place pour régler de manière définitive le problème d'insécurité et d'instabilité. Nous devons. C'est vrai que nous devons renforcer certaines choses telles que nous le faisons maintenant, notamment l'armée. Nous devons continuer dans une perspective de dissuasion. Mais en marche, nous devons mettre en place des projets porteurs de développement. Cette levée des boucliers contre la MONUSCO. La MONUSCO est ici depuis plus de 2 décennies maintenant. Mais nous assistons à des manifestations de la population qui disent niet, la MONUSCO doit partir. Pensez-vous aussi qu'au-delà de la solution économique, c'est aussi l'une des solutions? D'abord, hein, la MONUSCO est venue parce que justement, il y avait une faillite. Il y avait une faillite de stabilité, tout ça.
Mais si nous étions déjà dans nos projets, la MONUSCO ne serait même pas venue. N'empêche, elle est là. Mais j'apprends qu'elle a fait 22 ans. Mais nous sommes dans une guerre qui paraît plus atroce, même que les guerres que nous avons connues. Alors c'est là où moi aussi je me pose la question. Je ne voulais pas trop pénétrer ces aspects-là, mais je crois que lorsqu'on initie une mission qui engloutit autant de ressources, autant d'argent, les effets bénéfiques doivent être palpables. Or, ce n'est pas le cas. Donc je crois que là, peut-être avec intelligence, nos dirigeants sont appelés peut-être à revoir les plans, n'est-ce pas? À revoir le plan et s'orienter vers les solutions les plus favorables pour nous et pour nos voisins. Oui, mais la MONUSCO fait partie, mais est-ce que cela doit être accompagné de la violence parce que nous les voyons à l'est, sud, nord Kivu? Les populations abusées dans leur bonne foi sont en train de réagir. Ils ont attendu combien de temps pour réagir comme ça? La population a attendu combien de temps pour réagir comme ça? Instrumentalisé ou non, ce n'est pas là le problème. Mais certains se posent la question, pourquoi la MONUSCO est-elle là? Donc si la raison d'être de la MONUSCO s'était vérifiée, les populations n'en seraient pas arrivées là. Ce n'est pas que j'appuie les différentes déviations qui ont été constatées, mais je crois que lorsque un peuple en a ras-le-bol, les expressions sont diverses. Et là, nous assistons à l'une d'elles. Donc moi, je crois que soit on recadre les choses, peut-être le temps qui reste, j'ai appris qu'il reste encore à peu près 1 an, que la MONUSCO se ressaisisse et joue le rôle d'imposer la stabilité, rôle qui lui a été confié. Sinon, on l'a dit, hein, lorsque on ne s'attaque pas à la cause, les mêmes effets vont encore se reproduire. Donc la MONUSCO doit remplir sa mission. La MONUSCO doit remplir sa mission. S'il ne la remplit pas, la défense et la sécurité des Congolais ainsi que de leurs biens revient d'abord aux forces de défense congolaises. Mais maintenant, on incrimine la MONUSCO. Ce n'est pas là, c'est trompé des cibles. Je dirais que c'est trompé des cibles, mais je crois que lorsque la MONUSCO a été investie d'une mission, elle doit remplir sa mission. Mais lorsque visiblement elle ne la remplit pas, c'est là le problème. Mais c'est vrai que on dit que notre armée a été infiltrée et tout ça. Donc la plupart des projets internes sont mis à nu par qui on ne sait pas. Ben, je ne souhaite pas vraiment entrer dans ce genre d'aspect plutôt subjectif, mais je préfère rester dans les aspects objectifs. Il est établi que la MONUSCO n'a pas rempli sa mission et certains de ses propos auraient même énervé les populations. Donc je crois qu'il faut refaire les cartes. Maintenant, j'apprends qu'elle sort des vérités jamais sorties depuis. Mais pourquoi? Voilà. On doit se poser les questions. Donc je crois qu'il est grand temps que nous nous organisions sur tout le plan. Nous prenons une solution économique, mais nous devons nous organiser aussi sur le plan politique, diplomatique, militaire, je l'ai dit. Parce que ces solutions ne sont pas, comment dire, ne sont pas moins importantes. Donc on doit s'organiser. Mais il se fait que notre sécurité doit d'abord être notre affaire. Notre affaire d'abord et avant tout. Mais je vous donne la parole, ça sera votre conclusion en mettant vraiment un accent particulier sur cet ouvrage, La guerre à l'Est, la solution sera économique. Et je voulais aussi savoir, est-ce que ça se vend ou est-ce qu'on peut les trouver? Oui, ça se vend, mais j'avoue que ça s'est mal vendu.
Parce que, comme, oui, ça s'est mal vendu, il y a encore, en fait, un lot qui n'a même pas encore quitté l'imprimerie, parce que le lot qui est sorti n'a pas été bien vendu. On rencontre beaucoup de contradictions, mais c'est tout à fait normal, c'est ça la science. C'est ça la science. Quelqu'un lance une idée, on peut enrichir l'idée. On peut enrichir l'idée. Il y en a qui s'opposent farouchement à ce que la solution sera économique. Mais je crois que là, il n'y a même pas de position possible. Moi, je crois que si nous développons des projets économiques viables en impliquant les voisins, nous mettrons fin de manière définitive à l'instabilité, aux diverses guerres injustifiées, n'est-ce pas, qui sévissent à l'Est. Animons les peuples à savoir s'accepter, à savoir se mettre ensemble. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit avant, personne n'a choisi de naître au Congo, ou personne n'a choisi de naître au Rwanda. La nature a disposé ainsi, mais nous sommes des humains. Le respect de la vie humaine est sacré. Est sacré. Et je crois que c'est peut-être par là que je termine. Nous ne devons pas continuer à vivre les atrocités du genre que nous continuons à vivre jusque-là. On a vu des gens décapités, on a vu des gens dont les membres sont coupés, mais imaginez, mettez-vous un peu à la place de la personne qu'on décapite ou dont on coupe les membres, c'est atroce. C'est atroce. Je crois que la solution économique nous permettra d'éviter tout cela. Monsieur Adlar Matumbe Masanga, je crois que c'est un ouvrage à lire en tout prix, comme vous l'avez dit. C'est scientifique, hein? Il y a ce qu'on peut dire, c'est un échange scientifique. Et celui qui pense que la solution est ailleurs, n'a qu'à nous contacter. Pourquoi pas peut-être un débat contradictoire? Je reste à disposer. C'était à la fin de recevoir dans le jeu. Merci beaucoup. C'est réellement aussi un honneur pour moi de vous recevoir.